La FIFA a confirmé qu'elle allait utiliser une nouvelle technologie semi-automatisée pour le hors-jeu, ainsi que des nouveaux ballons. Ces ballons sont si étranges, mais la technologie évolue et il semble que les ballons rechargeables soient enfin une réalité. Je ne plaisante pas, nous avons déjà utilisé cette technologie en Coupe du Monde, et il semble que nous progressions beaucoup. Jetons un coup d'œil à tous les détails inédits sur le football que vous ne connaissez pas, mais avant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Tout d'abord, saviez-vous que les ballons utilisés en Coupe du Monde sont en réalité rechargés? Les ballons de match Adidas Al Rihla doivent être rechargés avant chaque match pour garantir le bon fonctionnement du capteur intégré. Le football change les gars, et honnêtement il n'est plus facile de tricher ou de se tromper comme c'était le cas avant, lorsque les arbitres se trompaient sur les hors-jeux et les décisions d'arbitrage. La FIFA a introduit quelque chose de jamais vu auparavant. Qu'est-ce que c'est? Regardons ça. Adidas et FIFA ont annoncé il y a des mois que le ballon du match Al Rihla Pro de la Coupe du Monde contiendrait une technologie de capteur de pointe pour garantir la précision des décisions d'arbitrage. Il s'agissait d'une nouvelle avancée dans la technologie du football, mais on en savait peu sur ces nouveaux capteurs jusqu'à ce qu'ils soient utilisés lors du match entre l'Uruguay et le Portugal. Adidas have released evidence that they say proves that Ronaldo did not make contact with the ball for Portugal's first goal against Uruguay last night. Say that technology inside the ball definitively shows there was no touch. Vous vous souvenez de cette passe de Bruno Fernandes qui a manqué de peu la tête de Ronaldo, mais qui a atterri directement dans les filets? Nous connaissons tous Ronaldo, il est tellement avide de buts qu'il revendique tout. On comprend pourquoi il l'a revendiqué et qu'il est parti célébrer. Mais le but a été accordé à Bruno Fernandes. Plus tard, Ronaldo semblait dévasté lorsque le nom de Bruno a été annoncé sur l'écran géant. Comment les arbitres le savaient-ils? Je ne pense pas que les arbitres aient une aussi bonne vue. Ce sont ces maudits capteurs qui leur ont dit que Ronaldo n'avait pas touché le ballon. Je me demande combien de buts aurait Pelé à son actif à cette époque. Ce ne serait certainement pas 1100 buts, si? Quoi qu'il en soit, plongeons plus profondément dans ces nouveaux ballons de football. Il a fallu 3 années entières pour les terminer. De plus, le poids du capteur utilisé dans les ballons de match est d'environ 14 grammes et il est fabriqué à Sialkot, au Pakistan. Connection est la société qui fournit les capteurs. Les choses ne s'arrêtent pas là, car le capteur est alimenté par une batterie à l'intérieur du ballon. La durée de vie de la batterie est assez impressionnante. Une batterie complètement chargée permet une utilisation active pendant 6 heures, ou une autonomie en veille de 18 jours lorsqu'elle n'est pas utilisée. Ces capteurs représentent une avancée technologique majeure dans le domaine du football, car ils contribuent à améliorer la précision des décisions d'arbitrage en fournissant des informations précises sur les interactions entre le ballon et les joueurs. Son histoire et son évolution. Avant de dévoiler toutes les technologies utilisées aujourd'hui dans le monde du football, nous allons d'abord nous intéresser à leur évolution. Vous pensez sûrement tous connaître l'histoire des ballons de foot, pas vrai? En gros, la balle toute simple en noir et blanc. Sauf que c'était pas toujours comme ça les gars. Aujourd'hui, on va plonger dans l'évolution de ces balles de foot. Et notamment, comment elles sont devenues intelligentes grâce à l'IA. Alors préparez-vous, ça va secouer. Alors au début, on parlait de ballons en cuir, genre des vessies de porc gonflées et recouvertes de cuir. Ouais, c'était pas trop niveau forme et trajectoire, ça partait un peu n'importe où. Faut le dire, c'était un vrai casse-tête pour les joueurs, pas de stabilité, rien du tout. Avant tout, faut comprendre qu'une balle de foot, on la veut la plus sphérique possible, vous voyez. Au début, on avait des balles avec une forme bizarre, genre un mélange de pentagone et d'hexagone. C'était pas mal, ça ressemblait à une sphère, mais pas complètement. Mais heureusement, au fil des années, on a vu l'émergence de nouveaux matériaux pour les balles. On a dit bye bye au cuir et on a dit hello au polyuréthane et aux matériaux synthétiques. Là, on parle de résistance, de durabilité et surtout d'un meilleur contrôle du ballon. C'était le début de la révolution moderne. Mais attendez, la vraie bombe, c'est quand l'intelligence artificielle s'est invitée dans le game. Ouais, c'est du lourd. On a parlé de capteurs de ouf et d'algorithmes de malades. Grâce à ça, les ballons sont devenus intelligents, ou du moins plus malins que les arbitres. Ces capteurs collectent et analysent les données en temps réel. C'est comme si le ballon de foot avait son propre cerveau. C'est fou, non? Du coup, les décisions d'arbitrage sont plus précises. Fini les erreurs grossières. En plus, grâce à l'IA, on peut avoir des stats sur les joueurs. On parle de la vitesse du ballon, de la distance parcourue, de la précision des tirs, tout ça. Les entraîneurs et les analystes, ils sont aux anges avec toutes ces infos. Ça leur permet de mieux évaluer les joueurs et de prendre des décisions éclairées. Bon, maintenant, faut pas se mentir, tout ça a un prix. Faut savoir que ces capteurs coûtent des pépettes. Et ouais, les capteurs disposent d'une technologie très avancée, et comme on a dit, ça se recharge avant chaque match. C'est clair que cette invention a changé la donne et que ça rend le foot encore plus précis sur les stats et les décisions prises. Pourtant, on espère que ça reste aussi excitant. Comment la Coupe du Monde a révolutionné les ballons de la FIFA? Nous sommes en 1930 et la première Coupe du Monde de la FIFA a déjà sa première controverse.
Les finalistes, l'Argentine et l'Uruguay, ne parviennent pas à décider quelle balle utiliser. Celle de l'Argentine ou celle de l'Uruguay. Finalement, ils trouvent un compromis équitable, ils utiliseront la balle argentine. Le tiento lors de la première mi-temps et la balle uruguayenne plus grande et plus lourde lors de la seconde mi-temps. À la fin de la première mi-temps, l'Argentine mène 2-1, mais l'Uruguay revient en force avec sa propre balle et remporte la coupe 4-2, déclarant le lendemain jour férié national. Cela pourrait être une coïncidence ou un effet placebo, mais pour les joueurs, la conception du ballon de football fait ou défait un match, même lorsque les règles ne changent pas. Beaucoup de travail est consacré au développement de chaque nouveau ballon, et certains peuvent représenter un pas en arrière par rapport au progrès réalisé. Le ballon l'année dernière, lors de la Coupe du Monde au Qatar, l'Al Reala, présente toutes les caractéristiques d'un grand ballon de match. Mais que signifie exactement grandeur de match? Qu'est-ce qu'il faut pour faire un ballon de match réussi? Si l'on y réfléchit vraiment, il y a un avantage caché à un nouveau design tous les 4 ans. Un avantage que l'Al Reala pousse à un niveau supérieur. Revenons aux têtes humaines et aux vessies de porc dont les formes irrégulières rendent les coups de pied quelque peu imprévisibles. C'était le cas jusqu'à ce qu'un certain chimiste américain, Charles Goodyear, descende de son dirigeable magique en 1839 pour bénir le monde avec du caoutchouc vulcanisé, en combinant du caoutchouc et du soufre sur une cuisinière chaude jusqu'à ce que cela devienne rigide. Qui plus est, cela augmentait la capacité de rebond et de frappe du ballon. Ainsi, le premier ballon de football moderne était né, fabriqué par un Américain. C'est peut-être l'image la plus reconnaissable d'un ballon de football. C'est le Telstar qui a été choisi pour la Coupe du Monde de 1970 au Mexique, marquant le début de la série d'Adidas en tant que fournisseur de ballons de match. C'était le premier ballon à comporter 32 panneaux, ce qui en fait un icosahèdre tronqué pour les amateurs de géométrie. Cependant, lors de la Coupe du Monde de 2006 en Allemagne, le nombre de panneaux est passé à 14, thermiquement soudés au lieu d'être cousus. Hans-Peter Nürnberger, ingénieur principal de l'équipe, a déclaré « Après tant d'années avec 32 panneaux, nous avons décidé d'essayer quelque chose de complètement différent, en réduisant le nombre de panneaux et la longueur des coutures. Nous avons ainsi obtenu un ballon plus rond, mieux équilibré et donc plus précis. » Le Jabulani, utilisé lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, est allé encore plus loin, en ne comportant que 8 panneaux. Le Brazuca, utilisé lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, comportait 2 panneaux de moins que le Jabulani, mais présentait des bosses supplémentaires. Le Brazuca avait une longueur totale de couture supérieure de 68 cm à celle du Jabulani, ce qui explique sa meilleure rugosité. Pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, Adidas a rendu hommage à l'iconique Telstar, en lançant le Telstar 18, qui comportait 20 panneaux thermiques soudés, pour assurer l'étanchéité. Le ballon de l'année dernière, l'Al Reala, comportait lui aussi 20 panneaux, thermiquement soudés. Il est conçu pour être le ballon de la Coupe du Monde le plus rapide de l'histoire et est également respectueux de l'environnement, avec des encres à base d'eau utilisées pour sa fabrication. Adidas conçoit un nouveau ballon pour la Coupe du Monde tous les 4 ans, et ces ballons se vendent environ 160 $ américains. C'est donc une bonne raison de continuer à les produire régulièrement. Alors, pourquoi est-ce que ces balles de Coupe du Monde changent tout le temps, vous demandez-vous? Eh bien mes potos, la réponse est simple, l'argent. Chaque édition a sa nouvelle balle, et elles se vendent comme des petits pains. On parle quand même de plus de 100 $ pour la balle officielle. Ouais, c'est un sacré business. Les nouvelles technologies appliquées au Qatar 2022 qui ont changé le monde du football. La Coupe du Monde de la FIFA 22 au Qatar a été l'une des plus spectaculaires de tous les temps. Et cela n'a pas seulement concerné les matchs compétitifs, mais aussi la fantastique technologie utilisée. Voici les technologies les plus importantes qui ont été utilisées lors de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Numéro 1. Le système de refroidissement. 7 des 8 stades où s'est déroulée la Coupe du Monde 2022 au Qatar étaient équipés d'une technologie de refroidissement avancée. Grâce à cette technologie, l'atmosphère à l'intérieur du stade était maintenue à une température optimale pour les joueurs et le public. Une pipeline reliant un centre énergétique à proximité transportait de l'eau réfrigérée vers le stade. Une fois que l'eau froide pénétrait dans le stade, de l'air froid se répandait sur le terrain de jeu et les zones de siège du public. C'était la première fois que le public et les joueurs bénéficiaient d'une telle technologie lors de la Coupe du Monde. Le stade 974 était le seul à ne pas disposer d'une technologie de refroidissement avancée, car il bénéficiait d'une ventilation naturelle et n'avait pas besoin de refroidissement en raison de sa proximité avec la mer. Numéro 2, un stade modulaire. Le stade 974 a été déplacé après le tournoi. Grâce à sa structure modulaire, il était tout à fait possible de le démonter entièrement. Pour sa construction, des cadres en acier modulaire et des conteneurs de fret ont été utilisés. La conception du stade était esthétiquement plaisante et économique car elle utilisait moins de matériaux qu'un stade conventionnel. Il a également marqué car il était le premier stade de l'histoire de la Coupe du Monde à être entièrement démontable. Le stade 974 a accueilli 7 matchs de la Coupe du Monde jusqu'au 8e de finale.
Numéro 3, le ballon FIFA 2022. Le ballon officiel de la Coupe du Monde 2022, Al Rihla, a été rempli de technologies de pointe. Un système de ballon connecté transmettait en temps réel des données aux arbitres vidéo, dont la position et la vitesse du ballon parmi tant d'autres. Numéro 4, la technologie de hors-jeu. Pour la VAR améliorée, il y avait 12 caméras de surveillance autour du stade, en plus d'un capteur à l'intérieur du nouveau ballon Al Rihla. Cette technologie fournissait un avertissement de hors-jeu automatique à l'arbitre vidéo. Ainsi, il n'y avait plus besoin de longs replays de la VAR pour déterminer si un joueur était hors-jeu. Numéro 5, la technologie Bonocle. La Coupe du Monde 2022 n'a pas oublié non plus les fans malvoyants. Grâce à la plateforme Bonocle et au Philips Palm Switch spécial, ils ont pu pleinement profiter de l'événement. Il convient de noter que Bonocle est la première plateforme de divertissement au monde prenant en charge le braille, le système d'écriture utilisé par les personnes malvoyantes. Grâce à cette plateforme, les personnes déficientes visuelles peuvent vivre le rythme des événements sur le terrain, l'effervescence des tribunes pendant les matchs comme tout le monde. Pour cela, les constructeurs utilisent les fonctions de transcodage et la technologie Bluetooth. Alors voilà, maintenant vous savez tous pourquoi les nouveaux ballons de la FIFA et leur technologie sont tant étranges que extraordinaires. Elles sont devenues plus intelligentes, plus sophistiquées. Mais est-ce que le foot donne les mêmes sensations et est-ce que ça vaut vraiment le coup? Dites-le nous en commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!